Amis de la lecture, amis de l'écriture, amis du cinéma, amis de la vie, eh bien on se retrouve aujourd'hui, nous sommes, alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises, je vérifie, nous sommes le dimanche 7 avril 2024 et donc on se retrouve pour une nouvelle session du vlog Latanor, parce que j'ai plusieurs choses à vous dire et faire un peu le point sur les différentes avancées, les différents événements qui ont pu arriver ces dernières semaines. Alors, je ne sais plus à quand remonte le précédent vlog, mais je crois que ça doit faire 2 semaines à peu près. Bon, d'abord je vais vous parler, faire un petit peu le point sur cette formation auto-édition. Je vous l'avais dit, et ça se confirme, et là, ça y est, nous avons vraiment plongé intensivement dans la formation elle-même. Donc il y a beaucoup de vidéos à voir, beaucoup de conférences à suivre, beaucoup de préparation à faire, et beaucoup de travail donc. Et en plus de ça, je travaille en parallèle, donc comme je vous l'avais dit également, à un premier recueil de nouvelles que je ferai, que j'expérimenterai en auto-édition. Donc rapidement après le stage. Alors je vous donne quelques infos sur ce recueil de nouvelles, là où il en est maintenant. Donc je vous avais dit qu'il comporterait 10 à 12 nouvelles. Aujourd'hui, donc la dernière fois, j'avais choisi, sélectionné 7 nouvelles parmi celles que j'avais déjà écrites. Et je m'étais dit, donc il faut en écrire encore quelques-unes. Donc j'en ai écrit une, et je travaille, donc ça sera la huitième nouvelle du recueil. Et je travaille sur une 9e nouvelle depuis quelques jours. Alors je voulais vous dire quelques mots à propos de cette nouvelle. Je vous avoue que c'est une nouvelle qui occupe une place particulière dans mon cœur. Et donc je vais vous donner son titre, hein, ça je peux vous le donner. Donc cette nouvelle s'intitulera 26 mars, samedi 26 mars 1983. Donc c'est une date précise, un jour précis. Et en fait, ça fait référence, hein, le point de départ, c'est un événement dont je vous parlerai peut-être plus tard, quand la nouvelle sera terminée. Un événement qui a eu lieu dans ma vie, donc il y a maintenant bien 40 ans. Mais cet événement a finalement eu beaucoup de conséquences sur moi d'abord, et aussi sur ma vie en général. Mais bon, je ne vais pas développer ça maintenant, mais en tout cas, cet événement qui a suscité donc cette envie d'écrire cette nouvelle, eh bien, en fait, j'avais commencé en 2021 à écrire parce que je souhaitais, en fait, c'est pour me libérer un peu de cette, je ne vais pas dire obsession, mais cette tracasserie continuelle qui était, dont je ne me suis pas rendu compte, il m'a fallu des années pour m'en rendre compte, qui était donc liée à cet événement. Et donc il y a 3 ans, hein, en 2021, j'ai commencé à écrire cette nouvelle. J'ai fait un plan, j'ai écrit les premières lignes, et puis je me suis arrêté. Je me suis arrêté parce que eh bien, cet événement, en écrivant sur cet événement, donc a ressurgi en quelque sorte, c'est à nouveau réactivé, et je me suis assez vite senti incapable de poursuivre l'écriture de cette nouvelle. Donc je l'ai laissée de côté pendant 3 ans, et je la reprends là avec une nouvelle motivation pour ce premier recueil.
de nouvelles. Alors, encore une petite information sur cette nouvelle, hein, le samedi 26 mars 1983. Donc oui, pourquoi je ne savais plus écrire cette nouvelle, je ne pouvais plus écrire cette nouvelle, parce que, et là je ne vous apprendrai rien, parce que dans les nouvelles il y a un grand principe, c'est celui de la chute, la fin de la nouvelle. Et je me suis interrogé à partir du moment où j'ai voulu écrire cette nouvelle sur eh bien, quelle chute je pourrais donner à cette nouvelle liée à un événement qui m'a fortement touché. Et finalement, cette chute, je ne l'ai trouvée, cette résolution, si vous voulez, je ne l'ai trouvée que récemment. Et maintenant, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour l'écrire, même si je vous avoue hein, que ça sera sans doute la nouvelle la plus personnelle de ce recueil. Et je me sens maintenant capable de l'écrire et surtout de la faire lire. Parce que l'écrire et la garder pour soi, autant écrire un journal. Donc cette nouvelle figurera, je vois un hélicoptère devant ma fenêtre. Et il y a aussi un chat qui regarde l'hélicoptère. Enfin bref, je m'égare. Donc je reviens à cette nouvelle, samedi 26 mars 1983. Et donc maintenant que j'ai tous les éléments et que je sais exactement comment je vais dérouler cette histoire, ce qui va se passer, etc., donc je me suis remis à l'écrire. Alors aujourd'hui, à ce jour, bon là encore une fois, hein, je ne peux pas trop vous montrer, mais bon, elle va être, je crois que ça sera aussi la plus longue du recueil. Donc, mais là j'ai écrit, j'ai déjà écrit un peu tout ça, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, un peu tout ça. Donc voilà, je vous montre rapidement. Hein. Je compte la finir là dans les jours qui suivent. Alors je n'ai pas encore terminé. Donc l'écriture du recueil, les nouvelles, donc après celle-là j'en ai une autre aussi en préparation. Et puis j'ai encore un autre projet de nouvelles qui viendra après. Donc ça fait beaucoup, hein, ça fait pas mal de travail. Donc étant donné l'emploi du temps pour le stage de formation auto-édition et la nécessité de terminer dans un délai de 2 mois, 2 mois ce recueil de nouvelles. Donc j'ai décidé en avril de mettre de côté pour un mois donc mon projet de roman. Donc j'avais écrit la dernière fois quand je vous en ai parlé, je crois, j'avais écrit déjà la trame de plusieurs chapitres. Pour l'instant, j'ai rangé ça et j'ai mis en avant l'écriture des nouvelles et ma formation en auto-édition. Ce qui veut dire que, eh bien, au cours du mois d'avril, je vais encore une fois, encore plus qu'en mars, avoir du mal à vous présenter régulièrement des vidéos. Cependant, je lis toujours, hein, ne vous inquiétez pas, mais effectivement, je lis moins vite, je lis moins, en fait, privilégiant donc la formation et l'écriture. J'ai aussi, par rapport à ce recueil de nouvelles et par rapport à ce projet d'auto-édition, quelques avancées. D'abord, alors, là, peut-être ça vous intéressera, mais bon, je n'en suis qu'au début, hein, donc j'ai encore beaucoup de travail. Mais d'abord, eh bien, je crois que je vous en avais parlé, je vais maintenant, à partir de maintenant, commencer à afficher non plus Chris Lector, mais mon nom de plume qui sera Chris le Tigre d'eau. Alors le tigre d'eau, je ne vous commenterai pas ça. Si vous êtes féru d'astrologie en particulier,
d'astrologie chinoise, vous pouvez trouver à quoi ça correspond. Et bon, je vous en dis pas plus pour le moment, hein, c'est un peu mystérieux, mais voilà, donc c'est inspiré de l'astrologie chinoise et en particulier de ce qu'on appelle l'année du tigre, qui est une année dans le cycle astrologique de chinois. Donc Chris le tigre d'eau, alors j'ai commencé à mettre ce nouveau pseudonyme sur un seul réseau pour le moment, qui est Facebook. Donc mon profil Facebook, à partir de maintenant, ce n'est plus Chris Lector, c'est Chris le tigre d'eau, et je vais faire la même chose pour la chaîne YouTube et mon compte Instagram, qui sont pour le moment, je crois, toujours, alors peut-être pas la chaîne YouTube, je ne sais plus, mais en tout cas le compte Instagram, oui, qui sont toujours avec mon profil Chris Lector. Autre information, donc pour ce recueil de nouvelles, je suis également en lien avec quelqu'un qui est partant pour faire la couverture du recueil. Et donc si ça se concrétise là aussi, hein, je vous donnerai des informations, je vous montrerai des planches. Mais bon, là encore, rien n'est fait, c'est en cours. Bon, voilà pour toutes ces nouvelles. Donc ne vous inquiétez pas, encore une fois, hein, si vous ne me voyez pas toutes les semaines en vidéo, c'est juste parce que, je n'aurais pas ou eu le temps ou pas suffisamment lu pour vous présenter des choses. Mais je reste... ah, voilà, c'est Satya qui est là. Hein, Satya, mais... Les Satya bougent. Bon, je vais la laisser là. Je vois plus. Et voilà. Alors, Satya, je fais une petite parenthèse. Satya, c'est un chat qui, un jour, un beau matin, vers 8 h du matin, on est venu sonner à ma porte. Et quand je suis allé ouvrir, donc il n'y avait personne. Il y avait juste posé sur le perron devant la porte ce chat qui était mal en point, hein, que nous avons recueilli et que nous avons adopté. Et maintenant, elle est avec nous depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ça fera 3 ans en juillet. 3 ans en juillet. Et elle se porte a priori plutôt bien, même si elle a quelques difficultés d'adaptation. Alors j'ai toute une théorie sur l'arrivée de Satya. J'imagine que pendant les premiers temps de sa vie, elle était avec quelqu'un qui était sans domicile fixe. Et, vu son comportement, hein, vous voyez, là, elle reste là et bientôt elle va me sauter dessus sur l'épaule, non? Bon, enfin bref, donc nous l'avons recueilli et j'ai toujours gardé à l'esprit que finalement, donc cette personne que j'imagine SDF ne pouvait plus garder ce chat pour des raisons qui lui sont propres, et qu'elle s'est dit, peut-être parce qu'elle savait, je ne sais pas, ou au hasard, c'est encore... et c'est un hasard objectif alors. Et elle s'est dit, je vais aller sonner là et laisser mon chat là, parce que je ne peux plus m'en occuper. Et j'imagine que les gens dans cette maison aiment les chats et vont s'occuper de mon chat. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas combien de temps elle va rester. Hein. Des fois, elle reste des heures. Peut-être qu'elle va s'allonger. En tout cas, moi, je vais continuer, mais elle s'est mise sur mes fiches. Hein, Satya, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Bon, alors, je vais faire une petite coupe. Je vous ai parlé donc
du stage, je vais couper et je vais demander à Satya de bien vouloir. Elle libère la place. Oui, elle a libéré la place. Donc je peux continuer et je retrouve mon conducteur sur lequel je jette un œil. N'ai-je rien oublié? Si, je vois là. Donc la troisième information que je peux vous donner sur le recueil de nouvelles, c'est que je lui ai trouvé un titre. Alors là, je me conforme à la tradition habituelle, qui est pour les recueils de nouvelles de souvent donner comme titre à son recueil le titre de la première nouvelle. Alors la première nouvelle, je vous en parle 2 minutes, donc ce n'est pas la première nouvelle que j'ai écrite, mais c'est la première nouvelle, donc je l'ai écrite en 1994, c'est la première nouvelle que j'ai écrite et qui m'a paru un peu tenir la route. Cette nouvelle donc de 1994, je l'avais même présentée à un concours de nouvelles, un concours régional, qui a quand même eu 250 à peu près, 240, 250 nouvelles. Et sur ces 250 nouvelles, il y avait donc une sélection pour la finale, donc où le jury ne conservait que 10 nouvelles, et il se trouve que la corne d'écume a été sélectionnée. Alors je n'ai rien remporté comme prix, mais elle a été sélectionnée à mon grand étonnement d'ailleurs, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que cette nouvelle soit retenue, surtout que elle me paraissait, il fallait la retravailler, ce que j'ai fait d'ailleurs pour le recueil de nouvelles. Je ne l'ai pas réécrit, mais je l'ai retravaillé sur certains points pour que ça fonctionne mieux. Et donc voilà, le recueil de nouvelles s'intitulera La corne d'écume. Et La corne d'écume, cette première nouvelle de 1994, figurera donc au début du recueil. Bon, voilà, je crois que je jette un œil, mais je crois que voilà, les informations essentielles, je vous les ai données. Donc, je ferai en sorte de vous tenir au courant durant ce mois d'avril, sachant que, comme je vous l'avais dit, je ne pourrai pas encore produire chaque semaine une vidéo. Mais si ça vous embête pas, mais faites-moi savoir. Je vais continuer à vous faire vivre, à vous partager l'aventure de l'écriture, mon aventure de l'écriture. J'espère que ça vous intéressera, et j'ai quand même l'impression qu'il va se passer pas mal de choses. Enfin bref, je passe à l'autre point qui est la lecture. Alors là aussi, je voudrais, avant de vous présenter un livre, revenir sur les mystères de Paris. Les mystères de Paris dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc j'ai terminé le premier volume. Alors j'ai pris quelques notes parce que je voulais vous parler d'Eugène Sue. Je me suis un petit peu renseigné, j'aime bien faire ça quand je lis un livre, un auteur que je ne connais pas, d'en apprendre un peu plus sur sa vie, sur sa biographie, et d'en apprendre un peu plus sur sa démarche. Là, ça a été assez instructif pour Eugène Sue, et c'est quelqu'un qui m'a paru assez intéressant. Son parcours est assez intéressant. Alors j'ai noté, je ne vais pas m'embêter, je vais juste vous lire 2 ou 3 choses là. Donc d'abord les mystères de Paris. Oui, alors encore une fois, j'ai pas bien rangé mes fiches. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. D'abord, les mystères de Paris ont été publiés
donc ça je vous l'avais dit, en roman feuilleton. Donc j'ai noté également dans quel journal, mais je ne retrouve pas, donc je ne vais pas vous le dire. Si je tombe dessus, je vous le dirai. Ah oui, voilà. Donc a été publié en roman feuilleton dans le journal des débats. Et initialement, l'idée des mystères de Paris, en fait, ce ne vient pas d'Eugène Sue lui-même. Elle vient de l'un de ses amis. Alors j'ai noté également son nom. Il s'appelle Prosper Grubeau, c'est ça? Grubeau, Prosper Grubeau. Donc qui était lui pédagogue, traducteur et dramaturge. Et il a d'ailleurs écrit, parmi les pièces de théâtre, il en a écrit un certain nombre, parmi les pièces de théâtre qu'il a... Et parmi les pièces de théâtre qu'il a... Voilà. Alors aujourd'hui nous avons... voilà. J'ai du mal. Ah, voilà. Et ça tient. Bon. Soyons sérieux. Regarde ça, tiens. Regarde là. Alors, je ne sais plus, du coup, elle me perturbe. Donc, son ami, Prosper Grubeau, donc, qui est éducateur, pédagogue, dramaturge, a d'ailleurs, je le disais, écrit un certain nombre de pièces de théâtre, dont l'une est une adaptation d'un certain nombre de moments des mystères de Paris. Voilà, elle est descendue du bureau, nous serons plus tranquilles. Nous serons plus tranquilles. Mais elle peut revenir. Donc, il va proposer à son ami Eugène Sue d'écrire, en fait, alors un roman, parce que Les Mystères de Paris, c'est en fait un roman au départ, un roman fleuve. Un roman fleuve. Et donc cet ami va proposer à Eugène Sue d'écrire un roman qui permet de montrer, en fait, on en avait un petit peu parlé, de montrer le versant plus populaire, misérable, obscur, le Paris un peu, alors comment on dirait ça aujourd'hui, le Paris, bon, j'ai envie de dire alternatif, non, c'est pas ça, populaire, vraiment populaire, un Paris qui n'existe plus du tout, hein, plus du tout dans cette forme, puisque tout le monde sait hein, maintenant que Paris est devenue une ville essentiellement pour gens qui ont de l'argent. Je ne sais pas si vous avez habité Paris, mais moi j'y ai habité, j'y ai travaillé pendant 2 ans, et c'était il y a longtemps, hein, c'était à la fin des années 80, au début des années 90. J'y ai travaillé pendant 2 ans, et eh bien, j'avais pas un salaire énorme, évidemment, j'avais même pas de salaire, puisque j'étais stagiaire. Et donc j'étais obligé heureusement j'avais un ami sur Paris qui a pu me loger, mais nous étions dans une chambre de bonne, sous un escalier où on entendait le métro, enfin bref, tous les trucs habituels, et ça coûtait très cher parce que c'était dans le 16e arrondissement, mais aujourd'hui tout est cher. Mais le 16e arrondissement, c'est encore plus cher. Donc nous étions là jusqu'au moment où nous avons pu être relogés dans le 9e arrondissement, dans de meilleures conditions, un appartement un peu plus grand, enfin d'une 50aine de mètres carrés. Bon, nous étions 2 et on travaillait tous les 2 pour la même boîte. Et donc on s'arrangeait pour limiter les frais. Enfin bref, ça c'est de l'histoire passée. Donc je reviens au projet des Mystères de Paris, dont c'était initialement un roman fleuve, et Eugène Sue, donc, qui au début n'était pas tellement motivé par son ami pour faire ce travail,
Donc parce qu'il fallait qu'il enquête en fait dans les bas-fonds de Paris, dans ce milieu un peu obscur, un peu à borderline, un peu voilà, mal considéré. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est d'autant plus, ouais, c'est d'autant plus marquant quand on sait d'où vient Eugène Sue. Et moi, je ne le savais pas. Et c'est justement en cherchant un peu, en me renseignant un peu, que j'ai découvert. Alors, Eugène Sue, tenez-vous bien, il appartient à la jeunesse dorée de la jeunesse dorée parisienne du faubourg Saint-Honoré. C'est ça, hein, du faubourg Saint-Germain, pardon, pas Saint-Honoré, Saint-Germain. Donc c'est autant vous dire, si vous connaissez, que nous sommes là dans, donc je l'ai dit, hein, jeunesse dorée, c'est-à-dire des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le peuple, qui vivent dans un monde beaucoup plus riche. Et donc Eugène Sue, qui vient d'une famille bien, alors je crois que j'ai noté, enfin, une famille une famille noble en fait. Et il vient d'une famille noble et il a eu alors la chance, oui, sans doute, de ne pas avoir à travailler parce que il a hérité. Alors on me dirait c'est très contemporain, hein, aujourd'hui enfin, la plupart des gens qui peuvent se permettre de ne pas travailler sont des héritiers. Et les gens, beaucoup de gens, parmi les gens qui travaillent, il y a peu d'héritiers qui ont les moyens de ne pas travailler. Donc il vient d'un milieu hyper privilégié. Et on comprend qu'il était un petit peu réticent à descendre dans le Paris populaire. Alors qu'a-t-il fait? Il a quand même accepté, mais donc il a dit qu'il avait besoin de mener quelques recherches et il s'est déguisé. Pour aller dans les quartiers populaires, il s'est déguisé en ouvrier. Et il a comme ça côtoyé et appris à connaître un peu ce milieu et ça l'a totalement transformé en fait. Il s'est détaché de son milieu et c'est même devenu un homme politique, hein, Eugène Sue. Et on pourrait dire, alors aujourd'hui ça ne veut pas dire grand-chose quand on dit socialiste, parce que les socialistes aujourd'hui ressemblent beaucoup aux autres. Mais à l'époque, donc être socialiste, donc en 1800, alors je vous reparlerai, je vous resituerai également parce que c'est important, surtout si vous voulez lire la période historique et surtout la situation politique de la France à ce moment. Donc c'est une sorte de, bon, je ne sais pas si on peut dire ça, d'apostat de sa classe. Je ne sais pas si c'est très pertinent. C'est un apostat de sa classe. Il est devenu donc socialiste et élu. Il a été élu. Et je vous disais, hein, les socialistes du 19e siècle n'ont rien à voir avec les socialistes d'aujourd'hui. Et là, au 19e siècle, on est dans quelque chose de beaucoup plus radical et beaucoup plus revendicatif, et les conditions de vie du peuple sont extrêmement sont bien pires qu'aujourd'hui. On peut quand même s'estimer content de la situation, même si on sent bien que ça pourrait mal se passer bientôt. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Et je reviens à la situation politique de l'époque. Donc, le journal des débats, le journal des débats va publier le roman feuilleton entre 1842 et 1843, je crois entre septembre 1842
et octobre 1843. Alors historiquement, là aussi, c'est important que vous sachiez, hein, on n'est pas du tout dans la situation d'aujourd'hui. On est à cette époque-là, il y a deux choses importantes et qu'on retrouve dans le roman. Donc la première chose, c'est que nous sommes dans la période de la Restauration. Restauration, ça veut dire retour de la monarchie. 1789 est déjà loin, même si ça a encore eu beaucoup d'influence, en particulier sur les lois. Mais bon, il y a un tas de lois qui ont été votées après ça, pour un peu améliorer le sort des pauvres, même si c'était horrible encore d'être pauvre, comme ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc nous étions en pleine restauration, c'est-à-dire, alors je sais plus, je me suis quand même pas donné la peine de tout noter parce que ça aurait fait beaucoup de notes, mais si vous êtes intéressé, donc mes sources historiques, hein, vous avez un très bon retour de Satya, et je chante. Bon, allez. Alors je disais, je sais plus ce que je disais, oui, retour de la monarchie, donc on a eu Napoléon, alors la restauration, je crois, de mémoire, hein, ça commence en 1830, ça va être coupé, ça va être en deux parties, hein, puisqu'il va y avoir entre-temps, je crois, excusez-moi pour les dates exactes, comme je ne les ai pas notées, je ne m'en souviens plus, mais je sais qu'entre-temps, il va y avoir les 100 jours de Napoléon, qui va revenir. Bon, tout le monde sait qu'après Waterloo, eh bien, ça en sera fini de Napoléon, et à ce moment-là, donc, on va reprendre eh bien, la voie de la Restauration. Et donc, cette période historique qui convenait parfaitement au statut de Gensu, au statut de noble de Gensu, eh bien, va aussi marquer la situation. Alors, la situation sociale. On parle en fait avec les Mystères de Paris du premier roman feuilleton social, du premier roman social. J'ai appris aussi dans mes recherches que, je m'étale, hein, ça fait déjà 33 minutes, je vous avais dit moins de 30 minutes, eh bien là on fera un peu plus. Alors par contre, je vais peut-être pas faire, j'avais prévu de vous faire un roman d'horreur, enfin un roman d'horreur, si on veut, j'en parlerai, mais je ne le ferai pas maintenant, je le ferai un peu plus tard, dans une autre vidéo, sinon ça va durer très longtemps et je tiens absolument à ne pas dépasser quand même, à rester... Et oui, oui, tu me perturbes, tu me déconcentres, c'est déjà pas facile. Bon, elle me fait rire, oui, c'est bien. Bon, allez, je reprends, désolé de ces perturbations, entre guillemets. Je sais plus, elle s'est remise sur mon conducteur, bon tant pis. Donc je disais, alors j'avais prévu de vous parler de Aurore vacui, qui est un roman sur lequel j'ai pas mal de choses à dire, un roman d'Isaac Demont. Alors j'avais déjà chroniqué l'un de ces romans, mais je vous en ferai la chronique. Alors comme c'est prêt, là, disons la semaine prochaine, je ferai un petit vlog la semaine prochaine ou dans 10 jours pour vous tenir informé de l'avancée de mon écriture et de ma formation. Et puis je vous ferai un petit point lecture sur ce roman, mais je n'en parle pas maintenant, donc je le repose. Alors je termine
je ne vois plus rien. Je termine mon petit tour avec Eugène Sue et les mystères de Paris. Et donc, oui, ça y est, ça m'est revenu. J'ai découvert, pendant ces petites recherches, que Zola, donc Zola, Émile Zola, l'inventeur du naturalisme, et qui a d'ailleurs lui aussi utilisé ces techniques journalistiques d'enquête en se fondant dans un milieu. Voilà, je vous l'avais dit, hein, elle le ferait un moment ou un autre. Elle le fait des fois pendant que je mange, alors je suis obligé de manger comme ça. Enfin, bref, c'est tout un spectacle ce chat. Mais franchement, elle est drôle. Oh, bon, je termine. Aujourd'hui, c'est un peu foutraque. Hein. C'est un peu foutraque, mais vous aurez compris, je pense, l'essentiel. Donc, je n'ai pas tout à fait terminé avec les mystères de Paris. L'autre élément important qu'il faut avoir en tête, donc, dans ces années-là, nous sommes aussi dans la période de colonisation de l'Algérie. Alors, ce que je vous dis sur la restauration ou sur la colonisation de l'Algérie, donc qui commence elle en 1830 par un débarquement militaire. Hein. Bon, là aussi, moi mes sources là c'est Wikipédia hein, pour l'histoire, ça a été, sinon ce serait trop long. Donc je suis allé jeter un œil sur cette merveilleuse encyclopédie qui répond en gros à tout. Alors après il faut vérifier, comme toujours avec Internet. Donc, la colonisation qui commence en 1830 et donc par un débarquement et va se développer. En fait, les militaires vont avoir besoin de faire appel bien, à un tas de gens de France pour pouvoir, par exemple, cultiver les aliments et les nourrir. Donc la colonisation va commencer comme ça. Et alors je vous parle de colonisation parce que dans ce premier volume des Mystères de Paris, donc nous avons l'un des personnages, hein, il s'appelle le Chourineur. Alors le Chourineur, c'est bon, je vous expliquais au niveau du langage, hein, en fait Eugène Sue utilise pas mal d'expressions, d'argot. Donc le Chourineur, c'est un surnom et c'est aussi lié à ce qu'il fait. Donc le Chourineur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui poignarde, en fait, qui donne des coups de poignard. Donc c'est une sorte d'assassin. Donc qui va être envoyé comme colon en Algérie. Et comme je crois que ça va même être infirmier. Enfin bref, si vous lisez, donc il y a ça. La colonisation qui est naturelle, en fait. C'est naturel. Voilà, il est normal quand on est un truand, qu'on veut se racheter, qu'on aille sur une terre étrangère qui ne vous appartient pas, mais que vous prenez comme ça d'autorité et sur laquelle vous allez cultiver pour vous racheter et nourrir donc les soldats. Enfin bref, donc il y a ça. Autre élément, alors aujourd'hui, je pense que c'est important aussi là de vous le signaler aujourd'hui parce qu'on est tellement devenu à fleur de peau avec tous ces termes. Donc là, l'action est censée se dérouler en 1838. Là aussi, une information historique importante, c'est que en France, donc l'esclavage des autres dans les colonies, l'esclavage donc Martinique, Réunion, tout ça, dans ce qu'on appelle les dom-toms, eh bien n'a été aboli qu'en 1848, je crois. Donc là, nous sommes encore en période esclavagiste, puisque l'action se déroule en 1838. Et dans les personnages importants, il y a un médecin, qui est d'ailleurs un médecin brillant, qui est noir. Mais
vu le contexte historique, on ne parle pas de noir. On parle dans un terme, alors presque il faut mettre on dit nègre. Et donc vous allez trouver sans plus, là aussi, de manière assez naturelle, le terme, sans que ça fasse bondir tout le monde dans tous les sens. Donc ce médecin en fait est un grand ami du personnage principal qui s'appelle Rodolphe. Alors, dernière chose, et puis je m'arrêterai parce que je vois que ça fait 40 minutes, dernière chose sur les mystères de Paris que je voulais également vous signaler, c'est que, alors je regarde, ah ben je ne l'ai pas noté. Non, j'ai pas noté. Donc, dernière chose que je voulais vous signaler, c'est que j'ai un trou. Bon, oh, je ne vais pas m'arrêter comme ça. Je suis désolé, je voulais vous dire quelque chose, j'ai oublié. Alors peut-être que je vais me retrouver dans mes notes. Ah, j'avais pris quelques notes, je vois là. Donc sur la restauration, je peux repartir de là vite fait. Donc puisque là j'ai noté exactement les dates. Restauration 1814-1830, après interruption des 100 jours du retour de Napoléon, et deuxième partie, donc deuxième phase, 1830-1848, ce qu'on a appelé, peut-être que vous avez des souvenirs de ça, hein, ce qu'on a appelé la monarchie de Juillet, et qui, donc alors comme j'ai tout noté, je vous le dis, hein, on fait un peu d'histoire, ça ne fait pas forcément du mal de se replonger un peu dans les contextes historiques. Donc 1830-1848, monarchie de Juillet, qui va déboucher sur quoi? Sur la proclamation de la République. Et là, il y a un événement historique, c'est que, en fait, et là on voit le rôle des socialistes, c'est qu'en fait, cette fin de la monarchie de Juillet, ça va se terminer par un bain de sang, en fait, parce que les gens vont se révolter, qu'il va y avoir des manifestations, des affrontements, et que, eh bien, à l'époque, quand il y avait des manifestations et des affrontements, l'armée sortait et tirait. Donc ces affrontements vont faire 52 morts, et c'est à la suite de ces affrontements que, eh bien, alors là aussi, Louis-Philippe, Louis-Philippe, qui était le roi qui régnait alors, va abdiquer, et après son abdication, donc va être créée la constitution de la Première République. Voilà un peu comment ça se passe. Donc tout, je pense dans ce type d'histoire, c'est quand même c'est quand même important d'avoir en tête tout ce contexte, parce que c'est tellement différent d'aujourd'hui, on est tellement dans un autre monde. On est tellement dans un autre monde, pas seulement sur le plan des différences de classe sociale, mais aussi sur le plan de l'évolution de la société, quoi. Là, bon, on est encore au tout début de l'ère industrielle. L'ère industrielle ne commence que là, que au tournant du 18e, non pas au tournant, à la mi-19e, non, 19e siècle. Voilà. Donc c'est important, on n'est même pas encore dans l'époque moderne, on est juste avant, on est encore dans l'époque monarchie, voilà. Ouais, aristocratique, monarchique, on n'écoute pas le peuple, etc. On lui tape dessus s'il a des choses à dire, il doit faire juste ce qu'on lui dit et servir. Bon, voilà, alors ça fait très longtemps, 45 minutes,
Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas Alors, oui, dernière chose quand même, je me rends compte que là, eh bien, j'ai commencé un cycle qui, euh, qui va bouleverser beaucoup de choses. Alors, bouleverser entre guillemets, hein, je veux dire, qui m'amène à réfléchir sur plein de choses et en particulier sur ma manière d'exister dans les réseaux, même si je sais que je suis insignifiant, hein, mais bon, peu importe. L'important, c'est que si vous êtes là et que moi je suis là, on essaye de faire quelque chose d'intéressant. Et je vous l'ai dit aussi, je cherche avant tout à partager. Alors, j'ai plein de projets pour ça à partager, et donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas, alors oui, à me suivre sur Insta, même si en ce moment j'y suis un peu moins. Euh, Autre information que je voulais, sur laquelle je reviendrai aussi, donc pendant cette formation qui a donc pris son rythme de croisière là, eh bien, on nous a fortement incité à créer une mailing list. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas encore commencé, mais que je vais être amené à faire. Et au préalable, donc je me suis offert, bon c'est pas très cher, hein, je me suis offert un domaine, mais un domaine internet, un .com, pas, pas une résidence sur 15 hectares, non, un domaine internet à quelques euros par mois. Et dans ce domaine, donc j'ai pu me créer évidemment une adresse mail, et j'ai aussi des projets peut-être à l'avenir, pas pour le moment, mais peut-être que plus tard je mettrai en œuvre un blog aussi. On verra, hein, il y a tellement de choses à voir. Mais en tout cas, ouais, ça avance et ça bouge, et ça va sans doute beaucoup bouger. Allez, 47 minutes, je vous dis au revoir. Au revoir. Oh, je suis un peu fatigué, hein, vous l'avez peut-être vu. Et puis Satya, qui est venue là, à plusieurs reprises, m'a aussi un petit peu déconcentré. Donc on se retrouve dans, ouais, une semaine, 10 jours, et je vous parlerai de Aurore Vacui d'Isaac Demont. Et peut-être d'un autre, parce que je lis toujours, même, mais c'est vrai que je lis quand même beaucoup moins, hein. Par exemple, hier, je clôturerai là-dessus, hier, eh bien, au lieu de lire entre 20 h et minuit, j'ai travaillé sur cette nouvelle, donc 26, le samedi 26 mars 1983. J'ai même, pourtant c'est une date, que j'ai en tête depuis très longtemps, mais j'ai du mal à la sortir. Mais je pense qu'avec une fois que j'aurai terminé cette nouvelle, que je serai parvenu à l'écrire complètement et à dire ce que j'ai à dire, je pense que ça fonctionnera un peu comme une catharsis, mais sans expression explosive, hein. Une catharsis dans le sens où ça me libérera de cette idée, ça m'en libérera. À bientôt.